À l'instar des autres régions du pays, à Niamey, les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté ce matin. Ils sont plus de 15 000 candidats repartis dans 43 centres. Précision dans cette édition. Déficit de trésorerie des banques et établissements de crédit dans l'espace IMOA, c'est dans un rapport présenté par la BCEAO. Détail dans cette édition. Mardi 11 juillet 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. L'affaire d'usage de faux pour laquelle Baba Alpha, son père et une autre personne sont poursuivis a connu son procès à fond ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Ainsi, le procureur a requis 3 ans d'emprisonnement ferme et 500 000 francs d'amende pour notre confrère Baba Alpha, ainsi que 2 ans d'emprisonnement plus 250 000 francs d'amende pour son père. Le délibéré est prévu pour le mardi 18 juillet 2017 prochain. Du courage, Baba Alpha. La situation sociopolitique au Niger, caractérisée par les arrestations et condamnations des activistes, notamment les opposants, les acteurs de la société civile et des journalistes, au cœur des préoccupations d'Amnesty International. Cette association demande aux autorités nigériennes de mettre fin aux arrestations arbitraires de la société civile et opposants. Précision dans ce récit. Signé Hassan Saleh Mustafa. Le chargé de campagne sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, Kiné Fatoum Diop, ces derniers mois, des militants de la société civile et des activistes politiques ont fréquemment été pris pour cible pour avoir critiqué le gouvernement et exprimé pacifiquement leur opinion sur l'actualité ou des décisions de justice sur Facebook ou dans les journaux. Cette vague d'arrestation des leaders d'opinion en raison des publications sur les réseaux sociaux est une pratique liberticide dangereuse et les poursuites pénales à leur encontre sont préoccupantes, a déclaré Kiné Fatoum de l'Amnesty International, pour qui les autorités font preuve d'une intolérance croissante à toute forme de critique. Un recul en matière de droits humains mettrait à mal les acquis du Niger dans le domaine. Amnesty International considère que le journaliste Baba Alpha, quant à lui, il est pris pour cible pour ses prises de position critiques sur la télévision Bonferré. Autre acteur arrêté, l'opposant Bana Ibrahim et Gamacha Mahamoud de la société civile nigérienne, accusés tous de discrédit sur un corps constitué et outrage à magistrat dans une publication sur Facebook en dénonçant la corruption de la magistrature et une justice à double vitesse, poursuit Amnesty. Les dernières arrestations en date sont celles de l'activiste Abdoulaye Kassoum, fondateur du groupe Facebook Les Démocrates, accusé de jeter le discrédit sur une décision de justice avec des commentaires tendant à influencer une décision judiciaire, et l'arrestation du fondateur du journal Le Courrier, Ali Soumana, le 3 juillet dernier. Il est inculpé pour violation du secret de l'instruction d'un dossier judiciaire et soustraction frauduleuse d'une pièce. Les acteurs de la société civile nigérienne Abdourahmane Insar de la région d'Agadez et Ali Idrissa, coordinateur du Rotab, ont été également interpellés il y a quelques semaines. Ainsi, la multiplication des arrestations et condamnations des acteurs de la société civile pour avoir exprimé des positions dissidentes porte une atteinte grave au droit à la liberté d'expression, a conclu Kiné Fatoum Diop, chargé de campagne sur l'Afrique de l'Est à Amnesty International. Je l'ai annoncé en titre, coup d'envoi ce matin au collège Mariama des épreuves écrites du baccalauréat session 2017. Ils sont plus de 15 000 candidats, toutes séries confondues, qui sont inscrits au titre de la région de Niamey. C'est le gouverneur de la région, Seydou Zato, qui a donné ce coup d'envoi. Le compte rendu avec la rédaction Labari. Pour cette session 2017 du baccalauréat, c'est le centre 17 assise au collège Mariama qui a servi de cadre au lancement des épreuves. Comme à l'accoutumée, l'enveloppe fermée à cire contenant les épreuves du français a été ouverte par le gouverneur de la région de Niamey et c'est devant les candidats. Le gouverneur qui n'a pas manqué de s'adresser aux candidats. Nous avons souhaité bonne chance à tous les candidats. Nous les avons exhortés à travailler dans la sérénité et le calme. L'examen se déroule dans de très bonnes conditions.
vous avez remarqué vous-même, depuis le lancement, tout est calme au niveau de l'ensemble des centres de la région de Niamey. C'est vrai, cette année, il y a eu quelques perturbations, mais du moment où le programme a été fini, complètement globalement, donc notre attente est vraiment la réussite à un taux raisonnable et acceptable. Toutes les mesures ont été prises pour réprimer toute tentative de fraude. Ce qui est évident, ce qui est sûr, que aucune tentative de fraude ne sera tolérée. Toute tentative de fraude que nous constaterons sera sévèrement punie conformément à la loi. Des mesures ont été prises pour réprimer toute tentative, pas la fraude même, la tentative de frauder est sévèrement repris, et comme je le disais, conformément à la loi, et des dispositions ont été prises à tous les niveaux pour vraiment parer à cela. Au plan national, c'est près de 47 000 candidats qui sont inscrits, toutes séries confondues, dont plus de 15 000 candidats pour la région de Niamey, répartis en 43 centres. Problème de comportement de la population ou inconséquence de certaines autorités en charge de la question d'insalubrité à Niamey. La question de gestion des ordures reste et demeure un véritable casse-tête dans la capitale, et ce malgré les efforts et l'ambition des plus hautes autorités de ces pays de faire de Niamey un cadre idéal. À qui la faute? C'est dans un commentaire signé Nafissa Hassan. La rue en guise de dépotoir. Malgré les gros investissements déployés pour rendre notre capitale coquette, la ville de Niamey reste et demeure très sale. On ne le dira jamais assez, mais l'insalubrité a tendance à faire corps avec notre environnement quotidien. Une ville qui devrait ressembler à un Eldorado comparé aux ressources minières dont dispose le pays. Déchets plastiques, ordures ménagères, eaux usées, les caniveaux bouchés, les routes en mauvais état, tout ceci représente un véritable danger pour les populations. Niamey est sale, à qui la faute? Pendant que les riverains continuent d'indexer les autorités en pensant que c'est seulement à elles qu'il convient d'embellir la ville, les autorités, elles sont dans l'attente d'un changement de comportement qui tarde visiblement à venir. Une imagination inutile et persistante qui doivent immédiatement cesser pour une conjugaison d'efforts pour le bien de tous. En effet, les populations doivent enfin comprendre que c'est dans leur intérêt de rendre propre la ville et que par conséquent, elles doivent en prendre conscience et jouer leur partition. Quant aux autorités en charge d'assainir et d'embellir la ville, elles doivent à leur tour arrêter de trop abuser de la confiance et de la patience des riverains en prenant leurs responsabilités. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a présenté un rapport dans lequel elle souligne un déficit de trésorerie des banques et établissements de crédit opérant dans l'espace IMOA. Cette situation est-elle inquiétante? Réponse dans cet élément signé Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. 3580,5 milliards de francs CFA. C'est le déficit de trésorerie des banques et établissements de crédit opérant au sein de l'IMOA, selon le rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Ce déficit n'a rien d'alarmant. Au contraire, cela témoigne des multiples projets dans l'espace IMOA, en atteste l'économiste. La Banque centrale, pour l'année 2016, elle s'est arrêtée pour voir les différentes demandes de refinancement de crédit qui lui ont été demandées par les différentes banques de la région IMOA et ce qu'elle a accordé. Et elle a fait un bilan pour chiffrer ce refinancement-là à hauteur de 3180 milliards de francs CFA. Donc c'est tout à fait logique de parler de déficit. Donc c'est ça. Donc ce n'est pas alarmant, ce n'est pas parce que c'est mauvais. Non, c'est une situation globale qu'on a faite. Et ça démontre, si besoin est, qu'il y a un certain dynamisme de l'économie. Parce que cet argent-là,
que les banques ont eu à avoir de la BCEAO, c'est de l'argent qui a été mis dans le circuit économique pour financer un certain nombre de grands travaux. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ça veut dire qu'il y a plus de barrages qu'on est en train de construire, plus de routes qu'on est en train de construire, plus de bâtiments à usage administratif ou à usage commerciaux qui sont en train d'être construits. Néanmoins, il faut déplorer le taux de crédit très excédentaire par rapport au taux de remboursement. Le reproche qu'on peut leur faire, les banques, parce que j'ai vu dans le rapport que le financement là a augmenté de 2015 à 2016, leur demande de refinancement a augmenté de 16%, 16,8%, alors que leur mobilisation des ressources n'a atteint que 9,5% pour la même période. Donc le reproche qu'on peut leur faire, c'est de ne pas pouvoir mener une politique qui va permettre à ceux qu'il y ait plus d'entrée d'argent, il y ait plus de déposants, plus de clients qui vont venir déposer leur argent avec eux, mais pas dans des comptes courants, mais dans des comptes à terme, des comptes donc qui peuvent être bloqués. Donc ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent. Et à travers ces comptes à terme, les banques peuvent avoir beaucoup d'argent. Donc c'est cette politique qu'il faut mener. Il faut voir si c'est les rémunérations de ces comptes qui ne sont pas à hauteur. Il faut chercher à savoir pour que vraiment les gens aient plus de comptes à terme dans les banques et qu'il y ait en tout cas autant de mobilisation de crédits qu'ils font au niveau de la Banque centrale, autant de mobilisation des ressources qu'ils font pour les différents comptes qui sont logés dans le sein. Qu'un État emprunte du crédit auprès d'un autre État ou d'une autre institution n'est pas un mal en soi s'il utilise de l'argent au bénéfice de sa population, tout en évitant de surendetter le pays, ce qui pourrait compromettre l'avenir de toute une génération. La synergie cause Niger-Sinaseb a assigné le ministre de l'Éducation, Dr Daouda Marté, au Conseil d'État. Les raisons de cette assignation avec le secrétaire général de Sinaseb, Moukela Halidou. C'est face à l'entêtement du gouvernement et précisément du ministre de l'Enseignement primaire à vouloir coûte que coûte organiser une évaluation illégale. Parce qu'une évaluation qui ne règle pas ou qui ne cadre pas avec le statut général de la fonction publique, nous avions en tout cas usé de tous les moyens pour contraindre le ministre de l'Enseignement primaire, Daouda Marté, à surseoir à cette évaluation, mais très malheureusement, il a refusé. Et c'est pour cette raison que nous avons en tout cas saisi la juridiction compétente en la matière, notamment le Conseil d'État qui a été saisi par la synergie d'action cause Niger-Sinaseb pour que effectivement le droit puisse être lié par rapport à cette question, n'est-ce pas, de l'évaluation. Dieu merci, je pense quand même que ce matin encore nous avons lu un post que lui-même le ministre a eu à faire sur les réseaux sociaux où il reconnaît qu'effectivement l'évaluation qu'il voudrait organiser ne cadre pas avec le statut de la fonction publique. Nous pouvons nous dire qu'aujourd'hui la victoire ne peut être que de notre côté parce que pour nous il va falloir ramener le gouvernement du Niger, ramener le ministre Marté à respecter la réglementation en matière, à respecter les textes juridiques en la matière pour effectivement aller vers une quelconque évaluation. Mais la procédure actuelle, comme nous l'avons dit, a été biaisée et pour nous, il va falloir que le Conseil d'État ramène le gouvernement nigérien, ramène le ministère de l'Enseignement primaire, ramène le docteur Marté à la raison pour qu'il comprenne qu'effectivement, il est en train d'évoluer de l'illégalité. Mais mieux, je voudrais quand même que l'opinion comprenne qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe le plus, c'est que, au vu de la précipitation et de l'engouement que cette évaluation est en train de faire au niveau du gouvernement, on s'est dit qu'effectivement, l'histoire est en train de nous donner raison. Lorsque nous disons qu'effectivement, cette évaluation n'est rien d'autre qu'une façon pour eux de pouvoir diminuer l'effectif des enseignants contractuels. Mais et la preuve, c'est que vous avez vu les moyens utilisés, les missions à l'intérieur du pays, alors qu'aujourd'hui, l'argent utilisé pour ces missions-là aurait pu payer, ne serait-ce que les véhicules du mois de juin, qui continuent à attendre jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas été payés. Mais mieux, nous estimons qu'aujourd'hui, les missions entreprises par le ministre Marté et toutes les missions, nous avons les comptes rendus. Partout où il est passé, les responsables académiques lui font comprendre qu'effectivement, l'évaluation telle qu'aujourd'hui le ministère veut vouloir l'organiser n'est pas l'évaluation définie par le statut de la fonction publique, n'est pas l'évaluation qu'eux-mêmes en tant qu'encadreurs qu'ils connaissent. La preuve, c'est que nous avons suivi en direct le discours et même les débats qu'il y a eu au niveau de la région de Tawa,
l'étape qu'il a eu à faire le samedi passé, où effectivement les inspecteurs ont clairement notifié que cette évaluation n'est pas l'évaluation définie par le statut de la fonction publique et par conséquent il va falloir qu'il sursoit à cette évaluation-là. Voyez-vous, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est qu'il y a anguille sur roche, il y a des non-dits qui autour de cette question d'évaluation. Sinon, comme nous l'avons dit, c'est la première fois que nous voyons que le ministère s'entête et le gouvernement met tous les dispositifs, tous les moyens, j'allais dire, n'est-ce pas, pour dire que cette évaluation n'est pas une évaluation sanction. Mais si ce n'est pas une évaluation sanction, pourquoi? Du fait que nous avons appelé nos camarades à ne pas déposer des dossiers, parce que c'est la première fois que dans l'histoire du Niger que nous apprenons que pour évaluer un agent de l'État, on lui demande de constituer un dossier. Nous avons demandé à nos camarades de ne pas effectivement déposer de dossier pour faire cette évaluation. Beaucoup de camarades n'ont pas déposé et ils ont pris une seule région, ils ont pris, n'est-ce pas, au niveau de la région de Tillabéri pour intimer l'ordre à la DREP de Tillabéri de procéder à la résiliation de ceux qui n'ont pas déposé de dossier. Mais c'est que c'est contraire à la loi. Hier, le Conseil d'État a rappelé, en tout cas notre Conseil, pour nous donner la date de ce procès. Et Inch'Allah, comme c'est un procès à référé, le procès aura lieu le 13 de ce mois, c'est-à-dire le jeudi prochain à 9h au niveau du Conseil. Et nous estimons quand même que les camarades enseignantes et enseignants feront la mobilisation nécessaire, feront le déplacement au niveau du Conseil, effectivement pour attendre à ce que le droit puisse être lu, pour que justice soit faite en tout cas à l'endroit des enseignants du Niger. Et nous fondons espoir qu'effectivement la victoire sera de notre côté. Machallah. Affaire donc à suivre. Point de presse ce mardi du nouveau bureau exécutif de l'Union des écoles et instituts professionnels et techniques. Une sortie médiatique pour rassurer l'opinion que l'IEPTN ne connaît aucune crise. Un extrait avec le secrétaire général de l'IEPTN. Pour mieux éclairer l'opinion, ces camarades qui disent avoir une autre section, IEPTN, qu'ils se désillusionnent. Parce que, comme m'a expliqué, des camarades qui ne sont ni élus par la sous-section, les camarades qui ne sont ni reconnus par l'USN, qui est l'organe moral, des camarades qui disent aussi ne pas reconnaître l'USN, vont se prétendre d'être une section de l'USN. Même si c'est une organisation, même si c'est une association, du moins, moi je pense que cette association doit prendre un autre nom qu'un nom d'une section de l'USN. Pour mieux édifier l'opinion, ces camarades courent de gauche à droite en quête perpétuelle de reconnaissance, tout en prostituant l'organisation auprès de nos amis d'en face, nos partenaires. Ça ne nous grandit pas. J'appelle la grande base à une grande vigilance et la remercie d'avoir resté toujours à nos côtés, avec conviction, pour mener le combat, qui est la défense des intérêts matériels et moraux des camarades. Et aussi, camarades, nous interpellons le comité directeur de l'USN, qui est l'organe moral, à plus de vigilance et à mettre fin à ce genre de pratiques qui ternit l'image de notre organisation, qui réduit les forces de notre organisation. Parce que si on part sur ce laisser-faire, je pense que dans quelques années, eux qui ont dirigé et nous qui sommes en train de diriger ne serons pas fiers qu'on dise que demain vous avez dirigé cette organisation et voici comment elle est devenue aujourd'hui. J'en passe. Sur le plan académique, nous interpellons l'ONEX à une meilleure organisation du BTS d'État qui ne doit souffrir d'aucune ambiguïté ou de fraude. Nous félicitons les camarades qui ont passé leur examen du CAP et du BP d'État. Et nous nous réjouissons aussi du résultat acceptable qui est de 55,83% au BP d'État et 68,99% au CAP. Sur le plan social, nous exigeons de l'ANAB la poursuite du paiement des bourses du deuxième semestre. Et nous ne tolérerons plus l'interruption au niveau du paiement de la bourse.
Du sport dans cette édition, les candidats à la présidence de la FENIFOOT réaffirment leur détermination à aller à l'élection du 16 juillet à Maradi, tout en restant sur leur décision de récuser la commission électorale. Ils l'ont fait savoir hier au cours d'une conférence de presse. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Renouvellement du bureau exécutif de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, plus les jours j'y avance, plus l'inquiétude devient grande. Les candidats à la présidence signent et persistent que cette élection va se faire avec eux. Le 1er juillet dernier, la commission électorale de la FENIFOOT récusée nous a transmis une notification dans laquelle elle a tout simplement dit ceci. Je vais vous le lire afin que cela ne souffre d'aucune confusion. Ils disent verdict. Au regard de ce qui précède, la commission électorale, après examen, décide du rejet pur et simple des parrainages. Nous nous considérons toujours comme Alice. Nous allons créer les conditions, même si le retard que nous avons enregistré n'est pas facile à rattraper. Si les élections ont lieu le 16 juillet prochain, par la grâce de Dieu, ce sera avec nous, pas sans nous. Ça, je vous le dis. Nous allons utiliser de toutes les voies de droit pour nous faire entendre. Les candidats Oumar Saleh, mais surtout Ahmad Salif Meyaki, restent toujours sur leur décision. Ils ne reconnaissent pas la commission électorale. Le président de la commission m'a encore plus rassuré et réconforté dans ma position. La première des choses, il n'a pas reçu ma lettre de récusation, la dernière qui date du 4 juillet. Et quand je lui ai demandé, mais où est-ce qu'il siège pour ne pas l'avoir, il dit oui, il siège bien à la commission, à la FENIFOOT. Alors, depuis le 4 juillet, le courrier de récusation, parce qu'auparavant, quand nous avons écrit ensemble pour récuser cette commission, dans un entretien, le président de la commission aurait dit qu'ils n'ont pas reçu de lettre pour se récuser. Donc pour le moment, ils estiment qu'ils ne sont pas en faute. Et lorsque nous avons appris cela, nous avons, pour prouver notre bonne foi, renvoyé un autre courrier le 4 juillet avec les mêmes éléments de récusation en notre possession. Et cette fois-ci, l'information, c'est qu'il me fait comprendre qu'il n'a pas reçu ce courrier. Le lundi, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré les candidats Ahmadou Salif Meyaki et le représentant du président sortant, colonel-major Jibrilahi Mahamidou Dipele. C'était en présence des médiateurs et des conseillers du président de la République et du premier ministre en matière du sport. Une rencontre en vue de trouver une solution pour que cette élection prévue pour le 16 juillet prochain à Maradi se déroule en toute transparence. Voilà, monsieur, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.